Je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. Le plan va être assez simple. Je vous propose d'aborder au cours de cette présentation la correction de l'acide métabolique, parce qu'en général, c'est dans ce cadre-là qu'on pense au bicarbonate. Et le deuxième point, c'est est-ce que finalement cette alcalinisation a un impact sur le devenir des patients quand on l'administre. Alors, juste un petit tour de définition sur l'acidose métabolique. Elle peut être modérée, c'est une des définitions les plus classiquement partagées. Donc, quand un pH est inférieur à 7,30, que le base excess, je ne sais pas si vous utilisez toujours cette variable-là, mais en tout cas, c'est inférieur à moins 4 mmol par litre. Et la PCO2 est basse, en tout cas normale, et ce n'est pas une acidose d'origine respiratoire. Ce qui est important, c'est que ça concerne quand même une bonne proportion de nos patients de réanimation, vous voyez 8%, avec un taux de mortalité qui est quand même assez élevé en réanimation ou à l'hôpital, puisqu'on approche les 20%. Dans l'acidose métabolique sévère, donc avec des chiffres plus graves, avec 7,20 pH et des bicarbonates bas, ça concerne moins de patients, mais quand même 1,5%. Et la mortalité de ces patients est en général très sévère, avec presque 50% des patients qui vont décéder à l'hôpital. Donc les cadres étiologiques habituels rencontrés en réanimation, c'est l'acidocétose diabétique, l'acidose lactique, l'acidose hyperchlorémique, qui, comme vous le savez, on va revenir dessus, et quelquefois un peu de notre fait. Qu'est-ce qu'on attend de l'administration du bicarbonate ? Les données expérimentales nous apprennent initialement qu'il y a probablement un impact sur la dysfonction cardiovasculaire avec une restauration de la fonction cardiaque et de la fonction vasculaire, mais ce sont des données expérimentales. Et en fait, en termes de données cliniques, on n'a pas tellement d'effets si clairement démontrés en termes d'hémodynamique ou même dans la réanimation de l'arrêt cardiaque. En revanche, quand vous allez administrer du bicarbonate, vous allez, comme attendu, avoir une évolution du pH, du bicarb, du base excess et du sodium, et on va revenir dessus aussi. Et puis il y a une diminution du trou anionique sur lequel on va revenir, ainsi que de la concentration du potassium. Le petit graphe en bas, c'était une enquête de néphrologues qui s'intéressaient à évaluer à quel pH les néphrologues et les réanimateurs administraient du bicarbonate à des patients qui présentaient une acidose métabolique. Donc en blanc les néphrologues et en noir les réanimateurs. Et vous voyez que les réanimateurs mettent un peu plus de temps à administrer des bicarbonates que les néphrologues, puisqu'on a vraiment une augmentation aux alentours de 7 de pH, alors que les néphrologues, dès 7,2, administrent quand même pas mal de bicarbonate. En revanche, bien sûr, dans les pH les plus bas, il y a beaucoup plus de réanimateurs qui ont répondu à l'enquête, mais c'est forcément des sévérités de patients qui le rencontrent plus souvent. Donc on n'a pas le même seuil de tolérance de l'acidose et on n'a pas toujours la même réponse en termes d'administration de bicarbonate face à une acidose métabolique. Alors, qu'est-ce qu'on attend du bicarbonate ? Je ne vais pas beaucoup m'étendre sur les aspects biochimiques, mais qu'est-ce qu'on attend du bicarbonate quand on l'administre ? On répond un peu à ce modèle d'Anderson Hasselbalch que vous avez appris à l'école de médecine, qui est basé sur le trou anionique et la différence entre le sodium et le chlore associé au bicarbonate. Et on cherche finalement à corriger ce trou anionique quand on administre du bicarbonate. Dans l'acidose lactique, par exemple, ce trou anionique est augmenté puisqu'il y a un acide supplémentaire. Et on essaye de compenser ce trou anionique par l'administration de bicarbonate, qui va donner, selon cette équation que vous connaissez aussi, la production de CO2 et d'eau, et le CO2 étant dégagé par le poumon, enfin, par la respiration. Donc voilà, en général, comment on se figure notre administration de bicarbonate et les effets de l'administration de bicarbonate dans le quotidien chez nos patients.
En fait, des fois, ça peut être un peu plus complexe que ça, et puisque vous savez qu'il y a une autre façon de voir les choses, qui est le modèle de Stewart, qui lui se base sur le sérum anion gap et la différence entre ce qu'on appelle les ions forts. Je ne vais pas non plus rentrer dans le détail du modèle de Stewart parce que on peut le trouver partout, puis surtout c'est un peu fatigant à raconter et à écouter. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il n'y a pas que le bicarbonate et l'équilibre du bicarbonate et des protons dans notre système, mais tous les ions finalement ont une capacité à être un acide ou une base en fonction de leur capacité à accepter un proton ou à donner un proton. Et que, en fonction de leur pKa, ils ont cette dissociation à différents niveaux d'acidose ou d'alcalose. Et dans ce modèle, on considère que les anions forts et les cations forts, qui sont respectivement le chlore et le sodium, ont un impact important dans leur capacité à dissocier l'eau. Et c'est à partir de là qu'on apprend que finalement, dans l'acetose hyperchlorémique, qu'on connaît bien puisqu'on la rencontre souvent, si on donne du bicarbonate dans cette circonstance-là, on va effectivement, ici, associer le bicarbonate qu'on donne à un proton. Il va toujours y avoir la production de CO2, mais il va aussi rester le sodium. Et ce sodium qu'on administre avec le bicarbonate va modifier cette différence d'ions forts et va restaurer finalement, là où il y avait une hyperchlorémie, va restaurer une hypernatrémie au regard de l'hyperchlorémie et va avoir un impact sur votre acidose liée à l'hyperchlorémie. Donc on donne du bicarbonate, mais finalement c'est peut-être pas le bicarbonate qu'on donne qui a le rôle majeur, mais peut-être plutôt le sodium qui accompagne le bicarbonate dans la solution que vous avez donnée. Alors, est-ce qu'il n'y a que le bicarbonate qui peut jouer sur l'équilibre acido-basique ? Dans ce petit tableau qui récapitule les ions, les anions et les cations qui ont un effet sur la différence d'anions forts, et puis au contraire, là, les anions et les cations qui sont plutôt dits faibles, à chaque fois, on peut calculer finalement la différence d'ions forts et savoir un petit peu comment le fluide qu'on va administrer va influencer notre état acido-basique. Donc ici, dans cette première colonne, c'est la répartition de ces ions dans le plasma. Et vous voyez ici donc, toujours ces anions et ces cations forts. Et si on fait le calcul qu'on a vu tout à l'heure, on trouve une différence aux alentours de 47. Si maintenant vous voulez administrer à votre patient différents types de perfusion, si vous choisissez du NaCl, vous allez administrer du sodium et du chlore avec une différence d'anion fort qui est nulle, donc, puisqu'il y a 154 et 154. Et donc, si vous l'administrez, vous allez encore faire baisser cette différence d'anion fort. Donc, vous allez provoquer plutôt une acidose métabolique chez votre patient. Si vous prenez le ringère lactate, c'est un tout petit peu plus équilibré, comme vous le savez. Néanmoins, c'est toujours en dessous des 47. Donc, si vous administrez du ringère lactate, vous pouvez aussi avoir un effet un petit peu acidifiant sur votre milieu. Pareil pour l'acétate. L'albumine, pareil, il y a beaucoup de sodium dans l'albumine et beaucoup de chlore quand vous administrez de l'albumine. Vous allez aussi avoir un effet sur votre équilibre acido-basique. En revanche, vous avez des solutés qui sont très équilibrés si vous en regardez la concentration, comme le plasmalite. Et là, vous voyez qu'on a une différence d'ions forts équivalente à celle du plasma. Donc, ceux-là vont moins perturber l'équilibre acido-basique. Et puis, bien sûr, si vous administrez du bicarbonate à 8,4%, là, vous amenez essentiellement du sodium, le reste étant le bicarbonate qui n'est pas un anion fort. Et donc, vous allez complètement modifier, mais dans l'autre sens, cette fois-ci, votre différence d'ions forts. Et puis là, je vous ai mis les différentes dilutions de bicarbonate qu'on peut administrer. Et bien sûr, à chaque fois, vous apportez un peu moins de sodium.
Donc, quand vous choisissez un produit de perfusion, vous allez pouvoir modifier votre équilibre acido-basique, bien sûr quand c'est du bicarbonate, mais pas que. Et vous voyez que quand vous mettez du lactate de sodium, vous mettez en condition de créer une acidose qu'on connaît hyperchlorémique. Alors, est-ce que le bicarbonate, finalement, a vraiment un impact sur l'évolution du patient? Dans cette étude, qui est assez récente, parce que finalement, il n'y a pas tant d'études que ça, les auteurs ont décidé d'administrer dans les premières 48 heures du bicarbonate à des patients qui étaient donc fraîchement admis en réanimation, qui étaient sous vasopresseur et qui avaient une acidose métabolique modérée, selon la définition qu'on a déterminée plus haut. Ils ont regardé comme premier objectif quel était l'impact de l'administration de bicarbonate sur les paramètres plasmatiques d'acidose. Et puis, s'il y avait une évolution de sevrage des vasopresseurs dans les 7 premiers jours chez les patients qui étaient restés vivants au cours des 7 premiers jours. En fait, l'étude a été finalement rapidement écourtée par manque de recrutement, mais ce qu'on apprend, c'est qu'effectivement, l'administration de bicarbonate chez les patients dans les premières 48 heures corrige le pH plus rapidement que les patients qui n'ont pas reçu le bicarbonate, et ce soit le pH ou la concentration de bicarbonate plasmatique. En revanche, il n'y avait pas d'impact sur le devenir des patients en termes de mortalité, sur la durée de l'administration de vasopresseurs et sur la mortalité à 28 jours ou à 90 jours. La Cochrane récente de 2017 s'était intéressée à est-ce qu'il y a un intérêt à administrer des bicarbonates dans l'insuffisance rénale ou la prévention de l'insuffisance rénale, en particulier chez les patients traumatisés avec la rhabdomyolyse. Il y avait finalement assez peu d'études qui étaient solides pour répondre à la question et en tout cas, il n'était pas retenu d'intérêt d'administration de bicarbonate pour la prévention de l'insuffisance rénale aiguë. Et depuis cette Cochrane, on a bien sûr cette étude, alors je suis désolée de la qualité, mais ça a été modifié secondairement, cette étude de l'équipe de Montpellier, de Samir Jaber, qui s'est intéressée à l'administration de bicarbonate chez des patients de réanimation tout venant. Donc 26 centres multicentriques, là aussi, très précocement après l'admission, pour une acidose plutôt sévère, et le critère principal de l'inclusion était le pH inférieur à 7,20, avec une sévérité de malade définie par des lactates supérieurs à 2 et un score de SOFA supérieur à 4. Donc le traitement, c'était des bicarbonates, c'était de corriger l'acidose métabolique évaluée par le pH, et la dose de bicarbonate administrée était variable, c'était une des critiques. Le résultat de cette étude, c'est que, effectivement, dans cette population de patients de réanimation tout venant présentant une acidose métabolique précoce avec une certaine sévérité, effectivement, il y avait comme résultat, un recours à l'épuration extrarénale qui était moindre ou retardé dans cette population, et que sur la mortalité, il n'y avait pas vraiment d'effet de l'administration de bicarbonate, sauf dans une population que je vous lis ici, qui sont les patients avec au moins une insuffisance rénale modérée. Alors là, c'était le score Akin 2 ou 3, et que dans ce sous-groupe, il pouvait y avoir un intérêt à administrer les bicarbonates, et toujours dans ce sous-groupe, il y avait effectivement un délai supplémentaire de recours à l'épuration extrarénale dans le groupe qui recevait des bicarbonates. Donc on avait un premier signal un petit peu positif de l'administration de bicarbonate sur un critère de devenir important pour les patients. Est-ce que ça a été confirmé? Donc ça, c'est plutôt des études de registre avec la base mimique américaine que vous connaissez probablement, qui étudie un petit peu dans tous les sens. Est-ce qu'on retrouve cette même information à partir de ces données qui sont des données rétrospectives, forcément? Effectivement, dans cette étude-là aussi, les auteurs ont retrouvé que chez les patients qui avaient cette insuffisance rénale au moins modérée, avec une acidose métabolique, l'administration de bicarbonate était en faveur d'une meilleure survie que les patients que ceux qui n'avaient pas reçu de bicarbonate.
La même database a été utilisée par une autre équipe un peu plus tard et qui s'est intéressée aux défaillances d'organes après l'administration de bicarbonate. Et là, c'était un peu moins clair. Ce n'était que des patients septiques déjà. Donc ce n'était pas exactement la même population. Et ils trouvaient finalement qu'il y avait plus de défaillances d'organes chez les patients qui avaient reçu du bicarbonate que ceux qui n'en avaient pas reçu, en particulier de défaillances neurologiques et circulatoires. Mais globalement, il y avait plus de défaillances chez les patients qui recevaient du bicarbonate. Donc le message, là encore, hein, c'est la même base de données, c'est aussi des données rétrospectives, donc c'est toujours un petit peu à prendre avec des pincettes. Et dans leur analyse, les auteurs disent qu'en fait, c'est vraiment dans la sous-population de patients qui sont en train de se dégrader sur le plan hémodynamique, qui vont de moins en moins bien, que l'administration de bicarbonate serait le plus délétère, en fait. Pour les défaillances d'organes. Et en tout cas, il n'y avait pas d'effet à 28 jours. Donc, on a quand même des données qui sont un petit peu fragiles encore pour avoir vraiment l'impression que que l'administration de bicarbonate va être bénéfique chez les patients de réanimation. Donc en conclusion, je dirais, et vous voyez que c'est assez court, je dirais que certes, l'administration de bicarbonate en 2024, ça nous sert à corriger l'acidose métabolique, et on peut en avoir besoin. Il y a plein de situations où l'acidose métabolique associée à l'hyperkaliémie ou que sais-je, est à ce moment-là un risque vital immédiat et qu'on peut avoir besoin de la corriger, donc ça ne change rien. Qu'il n'y a pas d'évidence clinique chez l'homme et chez nos patients de réanimation pour penser que l'administration de bicarbonate améliore l'hémodynamique et va changer la prise en charge clinique sur le plan hémodynamique avec l'administration de vasopresseurs chez nos patients, qui aurait peut-être un intérêt chez les patients qui ont une acidose métabolique associée à de l'insuffisance rénale aiguë. Pas forcément dans le sepsis, mais bon, il y a d'autres données qui sont peut-être quand même qui incluent les patients septiques, mais ça reste à confirmer et à préciser. Et pourquoi on a ce résultat-là? Parce que finalement, en tant que tel, ça ne nous aide pas beaucoup. C'est peut-être parce qu'effectivement, le bicarbonate, dans cette indication-là, nous permet de gagner du temps pendant quelques heures, quelques jours avant de mettre en œuvre d'autres thérapeutiques qui sont à l'origine de l'acidose métabolique. Et donc, les choses se corrigent en parallèle et le bicarbonate a permis de passer un cap. Ou au contraire, d'avoir un recours un petit peu retardé à l'épuration extra-rénale, puisqu'il y a toujours un peu le débat que finalement, l'épuration extra-rénale, ce n'est pas anodin pour certains patients, que la façon dont c'est géré, ce n'est pas anodin sur le devenir de patient, et que donc peut-être épargner l'exposition des patients à l'épuration extra-rénale trop précoce, ou l'épargner complètement aurait un bénéfice, et peut-être que les bicarbonates permettent de donner ce temps-là pour évaluer cet aspect-là. Voilà ce que je voulais vous dire sur le bicarbonate en 2024.